bienvenue. On est là pour parler de l'épisode 5, l'avant-dernier épisode de Loki de cette saison 2. Et déjà, qu'est-ce que j'ai pensé en gros de cet épisode ? J'ai adoré. C'était bien, c'était vraiment bien. C'est un épisode très différent de celui de la semaine dernière, du 4e, que j'avais vraiment surkiffé, qui est peut-être moins dans la tension permanente et moins impressionnant dans un sens, mais qui est tellement bien, qui nous apprend pas mal de choses, qui a du cœur, on en parlera. Il y a des choses, on touche à des choses très importantes sur de l'évolution de personnages. On a du power-up, on a une scène qui devient d'entrée peut-être clairement une de mes scènes préférées de tout le MCU en termes de rendu visuel. Faudra en parler, mais waouh, cet épisode, il était trop bien. Il était vraiment trop bien. Et donc, je rentre en spoiler complet. C'est l'épisode 5. Si vous regardez une critique, soit vous l'avez vu, soit vous en avez rien à faire. Du coup, spoiler, début de l'épisode, je me demandais où on va aller. Du coup, on a Loki qui est toujours dans la TVA, qui se retrouve tout seul. Du coup, ok. Et un truc, alors, juste, je précise quand même, jusque-là, j'essayais vraiment que tout fasse sens. Vraiment en mode scientifique, oui, mais alors attends, donc là, c'est pas... J'ai toujours ce côté-là, je serai toujours comme ça, c'est dans mon cerveau fonctionne comme ça, j'ai besoin de comprendre et tout ça. Je dois avouer que ils m'ont eu dans le sens où là, j'en arrive à un point où j'aime tellement la façon dont ils m'emmènent, la manière... Enfin, j'aime tellement ce qu'ils font là avec cette série, dans la façon dont ils le font, qu'au pire, si je comprends pas des trucs, je m'en fous, en vrai. Le chemin est tellement agréable, même si je suis pas sûr de bien comprendre la logique de certaines choses, et pourtant c'est vraiment à l'opposé de comment je fonctionne normalement, bah là, ils ont réussi à ce que je m'en foute. En mode, vous avez gagné le droit. Franchement, vous avez gagné le droit que j'essaye pas forcément de tout comprendre, parce que ce que vous le faites bien. Vraiment. Et ça fait du bien une série du MCU comme ça, où vraiment je kiffe le voyage. C'est vraiment top. C'est vraiment top. Et donc ouais, ce début, donc, Loki tout seul dans la TVA, et on voit qu'il continue, donc il se remet à time splitter, ce qui le dégoûte direct. Alors on sait pas trop pourquoi il se remet à time splitter, mais ok, c'est une conséquence de l'explosion du cœur temporel, tout ça, pas de souci, je l'accepte. Votre épisode, il est tellement bien, j'accepte, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, il va... Alors on voit que par contre, il time split sur une toute petite distance temporelle, entre guillemets, parce que du coup, voilà, il se voit, ensuite il est à la place où justement il voit quand il était apparu juste avant, et là, tout passe, et c'est tellement beau ce truc. Alors, j'adore le fait que spaghettification, maintenant, spaghettification, c'est un terme que tout le monde connaît, comprend, tous ceux qui regardent Loki, c'est logique. Spaghettification, ouais, je vois très bien de quoi tu parles, bien sûr, oui, tout à fait. C'est rentré dans le langage courant. Et donc tout se spaghettifie autour de lui, et on se retrouve du coup dans une prison en 1962, je peux même vous préciser que c'est le 11 juin 1962, c'est bien évidemment une branche, c'est des branches à chaque fois. Il va retrouver ses différents amis, et évidemment c'est des branches à chaque fois, vu que ce sont des variants de toute façon. Et là, il retrouve Kazé, dont on apprend qu'en fait, et ça du coup ça donne raison à la théorie qu'il y avait depuis un moment, j'en étais à peu près sûr là-dessus, que c'était Frank Lee Morris. Et voilà, par exemple, Frank Lee, vous avez cette BD par exemple qui est super bien, qui s'appelle L'après-Alcatraz, chez Label 619, par Asteda et Ludovic Chesnut. Et il faut savoir que c'est les trois seuls évadés d'Alcatraz en fait, et dont Frank Lee Morris. Et ça, c'est une BD qui imagine peut-être qu'ils sont devenus après, parce qu'on n'a jamais su ce que les trois étaient devenus. Certaines théories disent qu'ils seraient noyés dans la baie, mais on n'en sait rien du tout. Et là, c'est une BD justement où ça imagine peut-être ce qu'a pu être sa vie ensuite. Mais donc voilà, c'est effectivement Frank Lee Morris, l'un des trois évadés d'Alcatraz. Et voilà, Loki qui apparaît là. Kazé ne le reconnaît pas. Mais c'est super intéressant parce qu'on est encore totalement dans l'Ouroboros. Ça veut dire, est-ce que ce Kazé a déjà fait partie de la TVA ? Ou est-ce que c'est un Kazé... Est-ce que du coup c'est Loki qui va l'emmener dans la TVA pour la première fois ?
on peut vraiment se poser la question, surtout avec quelque chose, un élément important qui arrive plus tard. Donc Loki disparaît, il va apparaître vite fait devant un McDo, puis devant le bonhomme jaune, dont on sait du coup après qu'en fait c'est le parking du magasin Power Sport où travaille Mobius. Puis il apparaît dans la TVA, et c'est pas rien. Et il apparaît dans la salle, dans le TVA Theater. Rappelez-vous, c'est la salle dans laquelle il avait vu toute la vie qui allait le suivre après les événements de New York. Parce que ce Loki-là, rappelez-vous, c'est celui qui s'est sauvé au moment où il se faisait arrêter à la fin du premier Avengers. Et c'est dans cette salle où il a vraiment commencé à avoir ce changement psychologique de Loki, quand il a pu voir toutes les images qui racontaient sa vie après, avec la mort de sa mère et ainsi de suite. Et dans cet épisode où il va y avoir le développement, où il va y avoir les aveux de Loki, c'est important de repasser par cette salle-là, où il y a eu justement ces premières évolutions, et ça va avec ce qu'il va avouer du coup plus tard dans le pub avec Sylvie. Il va passer vite fait apparaître devant B15, qui elle donc c'est en 2012 à New York. Donc alors, elle est médecin, pédiatre peut-être, ou chirurgien, on n'est pas sûr exactement. Puis, il va rencontrer Mobius, il va retrouver Mobius. Et on ne sait pas trop du coup, parce qu'il semblerait qu'il ait déjà apparu devant Mobius. Donc je pense pas que ce soit juste le moment où il est apparu dans le magasin. Donc dans le dernier épisode, j'imagine qu'il y a des chances qu'il revienne. Parce que quand il le voit la première fois dans le magasin, il dit oui, je me souviens de vous, vous êtes venu hier ou un truc comme ça. Et du coup, je me dis, à moins qu'il ait juste vu sur le parking, mais d'où il se rappellerait de ça la veille, la fois où il apparaît vraiment 2 secondes et il disparaît. Puis bon, dans ce cas, il aurait vu apparaître et disparaître, ça l'aurait plus marqué. Enfin, je dirais, il aurait eu autre chose à dire que juste ah oui, vous êtes le mec qui est apparu, qui a disparu dans le parking. Donc j'ai tendance à me dire qu'on devrait peut-être le revoir une fois, se retrouver devant Mobius dans le dernier épisode. Ça me paraît être une grosse possibilité. On découvre à ce moment-là qu'il est père célibataire, et ça on en apprendra plus tard, mais un des trucs les plus importants c'est 94, donc à Pasadena en Californie, où on va découvrir Obi qui en fait s'appelle Doug, et on découvre que c'est un auteur de science-fiction, mais qu'à côté de ça il est quand même prof à Caltech, avec un doctorat quand même. On découvre que The Zartan Contingent, qui était ce bouquin qui apparaissait dans les crédits de fin, dans le générique de fin de Loki, en fait, c'est son livre, c'est un auteur de SF, et lui-même va placer les bouquins dans la librairie pour essayer de les vendre, en fait, tout simplement, et il l'achète lui-même. Alors si vous vous demandez pourquoi il l'achète lui-même, c'est juste en fait pour en faire la pub auprès de la libraire, comme ça si quelqu'un passe et demande un ouvrage de science-fiction, au moins elle saura qu'il existe et qu'elle l'a dans ses rayons, celui-là. Mais alors un truc de dingue, c'est qu'on découvre qu'il vit dans un bâtiment abandonné. Il va dire à un moment qu'il n'y a personne à plusieurs miles autour, et la pièce dans laquelle on se trouve, c'est la pièce de la TVA. Donc, what the fuck? Il y a un sens à ça. Cette pièce dans laquelle ils se retrouvent tous dans ce bâtiment sur Terre, c'est son labo. Il suffit de rajouter le comptoir au milieu, et en fait c'est son labo. On reconnaît bien le fond, les étagères sur les côtés qui ressemblent à une coque de bateau, comme ça. C'est la pièce. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui va transformer cet endroit et en faire le TVA? Est-ce que... Je veux savoir. Et à partir de là, on a tout ce délire sur le... Voilà, du coup Loki qui apparaît, bon, il n'y a pas de mal à ce que Doug le croit, à ce que Ouroboros le croit. Et donc il y a tout ce délire, on va commencer à nous amener l'idée qu'il peut contrôler le time sleeping. Qu'en fait c'est pas juste une sorte de maladie, entre guillemets, ou je ne sais quoi. Ça peut devenir une capacité. Enfin, en fait c'est une capacité qu'il ne contrôle pas encore. Et là ça change tout. Parce qu'effectivement, s'il commence à pouvoir le contrôler, c'est cheaté comme truc. Et d'ailleurs j'ai vu un truc intéressant, des gens sur Twitter qui disaient, on a Wanda qui contrôle la réalité, et là ça pourrait donner un Loki qui contrôle le temps. Moi, je rajouterais une America Chavez qui, elle, contrôle l'espace. Mais petit à petit, on en arrive à une série de personnages qui ont les pouvoirs de la pierre. Ce qui est pas inintéressant. En plus, c'est marrant que Loki soit le temps, parce qu'effectivement, sa tenue, c'est le vert. Et la pierre du temps, c'est la pierre verte, justement. Donc c'est rigolo qu'il y ait ce lien-là aussi. Bon, est-ce que ça ira vers quelque chose? Voilà. C'est une sorte de mini theory time. Mais... donc on découvre que ça peut devenir une capacité. En tout cas, c'est ce qu'on nous tease.
Et c'est déjà à ce moment-là, Obi du coup fait une remarque intéressante et qui effectivement va être confirmée ensuite, c'est que justement il comprend que c'est pas juste quelque chose de chaotique qui repose sur le hasard, vu que Lucky se retrouve toujours à proximité de gens qu'il connaît, qu'il recherche. Et ce qui va évidemment être confirmé plus tard avec ce que Lucky va découvrir et dire lui-même, pour le coup. Et il va y avoir cette théorie qui va être émise de ils ont besoin de réunir tout le monde pour... Alors ça va servir à rien au final, mais il y a cette théorie de ils doivent réunir tout le monde pour pouvoir avoir les auras temporelles de tout le monde, et la somme de ces auras temporelles donnera comme des coordonnées qui... Bon, c'est du méli-mélo de fausses sciences, machin, mais au final ça ne servira pas de toute façon, sauf humainement. C'est humainement que ça va servir. On a Loki qui time slip devant... Ah, déjà, non, déjà, très important, Loki qui donne le manuel du TVA à Obi pour qu'il puisse créer un timepad. Du coup, cette fois, c'est Obi qui aura inspiré Obi. Enfin, c'est toute cette histoire de ce manuel qui se passe de l'un à l'autre. On ne sait plus au final qui a eu vraiment l'idée au départ ou quoi. Tout se croise, tout se... Mais ça marche très bien. Et donc Lucky va se retrouver devant chez Mobius, et donc on découvre qu'il a deux fils. Et j'adorais la manière dont ils se parlent. Et on a Obi, évidemment Mobius qui ne croit pas Lucky, sauf que Obi va apparaître dedans. Lucky est étonné, ah, mais comment, tu viens juste, non, ça fait 18 mois, enfin même 19. Parce qu'entre autres, dans les 18 mois, il y a un moment où ma femme m'a quitté, j'ai perdu mon boulot, donc j'ai pris un mois de pause. Tu fais, oh, what the fuck? Ah ouais, le pauvre Obi, quoi. En fait, il s'est tellement concentré, du coup, là-dessus, sur cette histoire de timepad, de ce qui lui était arrivé, ce qui est pas étonnant. On voit que la science-fiction, c'était vraiment tout son rêve. Et du coup, ouais, il a perdu sa femme et son taf, mais il a réussi à faire le timepad. Hey, you're... Et, euh, et déjà, à ce moment-là, c'est touchant la manière dont Lucky va dire à Mobius, mec, ouais, on est amis, et t'es le premier, t'es le seul qui a vu des mois en chou. Déjà, tu m'as sauvé la vie quand je suis arrivé à la TVA, et t'as vu des choses en moi que moi j'étais incapable de voir. En gros, Mobius, voilà, avait eu un espoir de pouvoir voir Lucky changer, là où Lucky pensait pas que c'était possible. Et on voit que ça le touche énormément, et on voit à quel point les deux sont proches, sont proches l'un de l'autre. Et donc Lucky va réunir l'équipe, va aller récupérer B15, Kazé, il est avec Ouroboros et Mobius, mais il manque une personne, il faut qu'il aille retrouver Sylvie, qui elle se rappelle de lui, pour le coup, c'est la seule qui se rappelle de lui, mais n'a pas envie du tout. En gros, pour elle, c'est vraiment lui qui est égoïste, il n'y a pas de raison de recréer la TVA, ok, la TVA est disparue, tant pis. Si les gens qui en faisaient partie, enfin il n'y a même pas une histoire de sauver des vies, parce que du coup ils sont dans leur timeline respective. Donc pour elle, c'est bah voilà, tout va bien, ils sont rentrés chez eux, leur vie leur a été rendue, il n'y a pas de souci, tout le monde est égoïste, tout le monde est... Alors c'est rigolo, quand on arrive dans le bar, on peut se rendre compte que dans cette timeline, Brad X5 fait la voix dans le jeu vidéo pour Zeniac. Et dans les sous-titres anglais, c'est bien écrit que c'est Brad qui parle. Donc du coup, c'est vraiment lui qui fait la voix pour le jeu vidéo. Et là, on a vraiment... Là, ça commence à... Là, on a cette discussion sur les choix, avec du coup, justement, Sylvie qui... voilà, qui veut pas aider Lucky en mode, mais non, enfin... Ils n'avaient pas eu le choix. Ok, Mobius voulait rester à la TVA, mais il avait jamais eu le choix. En fait, il savait même pas c'était quoi sa vie avant. Et là, maintenant, si tu leur montres ça, tu fausses les choses. Et en gros, vraiment, les deux ont des avis différents. Et elle veut lui faire dire la vérité. Elle veut lui faire dire la vérité. Et j'ai trouvé ça super touchant. Où il va la dire. Ou au-delà de sauver la TVA, au-delà de sauver le monde, au-delà de tout ça, ce que Lucky veut, c'est récupérer ses amis. Ses premiers amis, en vrai. C'est pas... Enfin, on l'a jamais eu à avoir des amis. Il a eu des partenaires que de toute façon il allait trahir à un moment ou à un autre. Mais Lucky, c'est pas quelqu'un qui a eu des amis dans sa vie. Et là, c'est la première fois qu'il considère vraiment des gens comme des amis, et on les lui a enlevés quelque part. Et même si eux ont leur vie maintenant, lui se retrouve seul, et il a plus envie, il a peur d'être seul. Et j'ai trouvé ça hyper touchant, j'ai vraiment trouvé ça hyper classe, quoi. Et voilà, ça donne vraiment une motivation tellement humaine et personnelle à ce personnage. Ouais, vraiment, je trouvais que ça fonctionnait à fond, ça fonctionnait vraiment. Et
Et non, elle veut quand même pas l'aider, et elle lui dit qu'il faut qu'il écrive sa propre histoire, que c'est à lui d'écrire sa propre histoire comme les autres vont le faire pour eux-mêmes. Et là, cette scène, cette scène, cette scène, cette scène, cette scène chez le disquaire, on a cette petite musique là, qui part. Donc Sylvie qui arrive chez le disquaire, et qui s'installe, et les couleurs et tout, et la manière dont c'est filmé. Et là, ce moment. Et donc il lui donne un disque. Donc la musique que vous avez entendue, c'est le Velvet Underground, c'est Oh Sweet Nothing, le morceau, ce qui correspond très bien d'ailleurs, parce que c'est un morceau qui est assez long, qui fait dans les 7 minutes et quelques. Et le délire, c'est vraiment un morceau sur des gens qui n'ont plus rien, qui n'ont rien, qui ont tout perdu, ce qui peut paraître un morceau un peu assez triste, assez dépressif et tout ça, sauf que vers la fin du morceau, on a la batterie qui commence vraiment à kick, on a toute l'instru qui commence à s'enflammer, et où d'un coup, quand il redit ces lignes de You Got Nothing, ça devient presque une libération, en fait, presque une bonne chose. Et là, on a donc, pendant que Sylvie écoute sa musique, elle est belle cette scène, mais elle est belle. Quand on voit du coup donc il y a le disquaire, tout ça, et là il y a un mec qui rentre et en fait il disparaît avant même, et on le voit en flou qui disparaît avant même que la porte se referme, avec après le mec de la boutique, le disquaire, qui verse son café, et là on voit le café qui commence à partir, déjà il n'y a plus de tasse, et le café qui part, qui disparaît, il se retourne, il voit à l'extérieur tout qui se transforme, avec la vitre qui commence à se transformer aussi. Il essaye de cavaler jusqu'à Sylvie parce que le bureau a disparu. Elle est incroyable avec la musique en plus et tout. Oh, qu'est-ce qu'elle est folle. J'ai adoré. C'est une de mes nouvelles scènes préférées du MCU. Vraiment, je trouve que le tout, la manière, le rythme, le fait de prendre le temps, la façon dont c'est filmé, les VFX, tout. Oh, j'ai adoré cette scène. J'ai adoré cette scène. Vraiment. Elle est dingue. Et du coup, Sylvie qui se rend compte de ce qui se passe, le mec qui disparaît juste au moment de lui tendre la main, et elle qui se lève, et là on voit le disque qui monte, et ce qu'on avait vu dans le trailer, juste le disque, mais de voir le tout, et de voir le disque qui monte, qui disparaît, le monde autour d'elle qui disparaît, et elle évidemment, elle a encore du coup le timepad, le master timepad, celui qui demeure, et donc elle s'en sert au dernier moment pour disparaître, et on voit bien que c'est toute la timeline. Ça reste comme ça fixé sur ces spaghettis qui vont disparaître maintenant. Et c'est vraiment toute cette timeline qui vient de disparaître. Et du coup, elle se rend compte que non, en fait, sans la TVA, effectivement, tout le monde est foutu. Les timelines vont disparaître les unes après les autres. Et du coup, elle retourne. Et Loki, lui, qui a accepté ce que lui a dit Sylvie, est prêt à faire cet effort et de renoncer à tout ça. Et donc, il est en train de dire à tout le monde, voilà, non, je me suis trompé, vous avez vos vies, vous devez les vivre, machin. Sylvie qui débarque. Non, faut qu'on fasse un truc là. Et, et du coup, on pense que ça y est, c'est calmé et qu'on en vient sur autre chose. Sauf que là, on pouf, Kazé qui disparaît. Je m'y attendais tellement pas. Kazé qui disparaît. Et là, ensuite, poum, ça commence avec Ouroboros, avec Sylvie qui disparaît, cette fois qui a pas le temps de se servir de son Master Timepad, des machins, et tout disparaît. Et la façon dont on s'enchaîne. Et Loki qui va comprendre que c'est les gens, c'est pas le quand, c'est pas le pourquoi, c'est pas le comment, c'est le qui. Il peut utiliser sa capacité du coup pour retourner près de personnes, près de gens. Et c'est pour ça qu'à chaque fois il apparaissait justement à proximité de quelqu'un. Et la façon dont il va commencer, où déjà il est là, les mains dans les fils, dans les spaghettis, machin, et il va revenir un petit peu en arrière, puis encore là, puis pareil, en plus c'est super bien filmé, la manière, quand il est avec Sylvie, là, qu'il y a des trucs partout autour d'eux, après quand il réapparaît sur le canapé, il y a un côté tellement cool sur cette image, la façon dont il réapparaît ici, enfin, waouh. Et donc voilà, il explique, alors c'est Ouroboros évidemment qui comprend tout de suite, enfin Doug, où il dit ça y est, j'ai réussi, il a eu son power-up de shonen, il contrôle sa capacité maintenant, et la façon dont l'épisode finit, où c'est juste lui qui réapparaît au moment où justement ils avaient envoyé Timely pour aller régler le problème, juste avant que Timely disparaisse complètement. Donc comme on le pensait, dernier épisode, on va avoir du du un jour sans fin, c'est plus simple à dire en français, du un jour sans fin, mais où il le choisit. C'est pas un jour sans fin subi,
c'est du un jour sans fin. C'est lui qui peut se renvoyer en arrière à chaque fois pour pouvoir en apprendre plus, faire des choix différents, trouver une solution pour régler leurs problèmes. Donc c'est ce qui va se passer. C'est lui qui va pouvoir tenter des choses, on va revoir en fait ces derniers moments de la TVA plusieurs fois, où lui petit à petit va apprendre, va évoluer, va apprendre la partie scientifique par Ouroboros, va tenter, tiens, si c'est lui qui y va, non, bon bah alors si c'est lui, alors attends, on va essayer comme ça, et si on le fait comme ça. Donc voilà, ça va être une espèce de comment trouver la solution parfaite qui va nous emmener à pouvoir sauver la TVA. Et je suis tellement impatient. Et vraiment, cet épisode, le fait que ça se repose pas sur essayer d'en mettre toujours plus plein les yeux, plus vite, plus machin, plus truc. Non, ça raconte des choses, il y a une histoire. Encore une fois, il y a du cœur, il y a de l'émotion, et il y a encore la musique, les musiques sont exceptionnelles, encore une fois. La réal est top aussi, c'est vraiment hyper efficace. Vraiment, chapeau. C'est vraiment une série qui me réconcilie avec le MCU. C'est un ovni dans le MCU tellement tout est bien fait, tout tellement est bien pensé. C'est un vrai plaisir, vrai plaisir. C'est une série que je vais me remater. C'est une série que j'ai envie de pouvoir me binger un coup, me refaire les 6 épisodes d'un coup. Vraiment, j'ai envie de me la remater. J'ai envie de me la mater en un bloc, voir comment ça fait en un bloc. Et je sais que je vais kiffer. J'ai adoré cet épisode. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que vous en avez pensé. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Et je comprends que ça puisse certainement moins plaire à certains. Pour moi, c'est une masterclass. J'ai adoré. Vraiment, j'ai trop kiffé cet épisode. Enfin voilà. Il y aura bien évidemment la version beaucoup plus longue de cette review en live mercredi, comme d'habitude, mercredi soir sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Évidemment, c'est gratuit. Comme ça, vous aurez toutes les notifications pour savoir les vidéos à venir. N'hésitez pas à liker la vidéo, bien évidemment. Mais du coup, j'ai le cerveau qui fonctionne à 10 000 à l'heure. Il y a plein de trucs. Je veux savoir pourquoi cette pièce. Est-ce que vraiment il va se passer quelque chose qui va faire que ce bâtiment va devenir la TVA? Que ce bâtiment, d'une certaine manière, va se multiplier. Il va y avoir un truc qui va. Ou alors, il y a forcément un truc. En plus, c'est pas pour rien qu'on a précisé qu'il y avait rien des mailles autour. Donc il y a vraiment quelque chose. Est-ce qu'il va créer une bulle autour de ce bâtiment? Est-ce qu'il va... Jusqu'où va revenir Loki dans le dernier épisode? Parce que ça va être une boucle, mais je pense qu'il y a des moments où peut-être il va changer des éléments hors d'une boucle proche de juste les derniers éléments, peut-être, pour créer les conditions qui vont amener justement à leur victoire. Et j'aime bien le fait que ce soit pas un vilain. C'est pas un combat contre un vilain. C'est des événements, des éléments qui doivent changer, mais c'est pas un combat contre un vilain. C'est pas une erreur à la Vendavision ou oh ils font un combat contre un méchant. Non, là ils ont l'air de partir sur autre chose. Alors on croise les doigts, on touche du bois et tout bordel, mais c'est pas un combat contre un vilain pour l'instant. Et ça je trouve ça cool. Enfin voilà, allez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt bien évidemment. Prenez soin de vous. Ciao ciao. Bye.